professeur Perronnet, de nous accorder ton temps pour parler d'hyperactivité vésicale et notamment de phénotypage. Actuellement, en 2026, est-ce qu'on peut parler de l'hyperactivité vésicale en tant qu'une seule et même entité de maladie? Alors, excellente question, Alicia, j'en attendais pas moins. Non, très bonne question. En fait, moi, le premier, pendant toute ma formation, je considérais vraiment l'hyperactivité vésicale, non seulement comme une entité, mais comme tu l'as aussi dit, presque comme une maladie. Et au fur et à mesure des travaux que j'ai eu l'occasion de mener et de mes lectures, on va dire, j'ai réalisé que c'était complètement faux comme concept, que déjà, notamment les anglo-saxons, sont très remontés quand on dit hyperactivité vésicale en tant que maladie. Ils insistent bien sur le fait que c'est un syndrome, donc une association de symptômes, certainement pas une maladie. Donc ça, il l'avait bien en tête, mais malgré tout le travail qui a été fait, on va dire, entre l'élaboration de la définition en 2002 et jusque, on va dire, au début des années 2020, laissait à penser que c'était effectivement une seule et même entité avec un algorithme thérapeutique très défini par étapes et très vertical. Et en réalité, depuis quelques années maintenant, on a fait un certain nombre de travaux. Il y a eu plusieurs équipes dans le monde qui ont travaillé là-dessus, pour vraiment démontrer que il n'y a pas une hyperactivité vésicale, mais en réalité des hyperactivités vésicales, en particulier sur le plan physiopathologique. C'est-à-dire que il y a énormément de sources qui peuvent générer des urgenturies, pas uniquement l'hyperactivité détrusorienne, qui est la plus triviale et qui paraît la plus évidente, mais des sensations au niveau vésical, au niveau urétral, des choses comportementales, et même, je dirais, en fonction des caractéristiques des patients, un patient qui a un syndrome métabolique aura probablement pas les mêmes déterminants physiopathologiques qu'une patiente, par exemple, qui a une atrophie vulvo-vaginale, où c'est pas du tout les mêmes physiopathologies. Donc voilà, l'idée de déconstruire l'hyperactivité vésicale en tant que plusieurs entités, c'est surtout de pouvoir, bien entendu, et je ne doute pas qu'on va en parler, individualiser les thérapeutiques. Et quels sont pour toi les principaux phénotypes de l'hyperactivité vésicale? Alors ça, pour le coup, c'est une question difficile à traiter en quelques minutes parce que on pourrait faire vraiment un débat très très long là-dessus. Personne ne peut le dire avec précision et il y a sûrement des recoupements dans ce qu'on a défini, nous, comme phénotype dans le papier de European Urology en 2019 initialement. On en avait décrit 11, mais depuis, j'en ai retrouvé d'autres. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. Et voilà, les principaux, je dirais, c'est vraiment les distinctions qu'on a fait. Il y a des phénotypes en tout cas très marquants, comme le phénotype urétrogène, c'est-à-dire toutes ces, on va dire, ces insuffisances sphinctériennes, ces incontinences mixtes qui génèrent des urgenturies, où là, la cible thérapeutique, c'est vraiment plus l'urètre et les résistances urétrales que la vessie. Le classique, on va dire, hyperactivité tétrosorienne, mais qui peut être, qu'on avait défini en supraspinal, c'est-à-dire vraiment de cause un peu, on va dire, neurogène, non neurogène, ou au contraire le myogène, c'est-à-dire qui part vraiment du muscle qui est pathologique, notamment par exemple l'épaissie après une obstruction. Et puis comme je disais, les cofacteurs physiopathologiques, syndrome métabolique, déficience hormonale féminine mais aussi masculine maintenant de plus en plus, toutes les histoires liées potentiellement au microbiote urinaire, les dysfonctions pelviennes, on va dire globales avec les dysfonctions anorectales, bref, il y en a énormément et c'est fascinant parce qu'on est très loin d'avoir encore fait le tour. Et l'idée principale de ton papier, c'était quand même de dire qu'on pouvait réussir à avoir une approche personnalisée de ces patients, ces patientes. Est-ce que c'est le cas actuellement? Ouais, alors je dirais il y avait 3 objectifs. C'était de déconstruire l'idée de l'hyperactivité vésicale. Le deuxième objectif, c'était de montrer que avec des paramètres très simples qu'on peut recueillir en consultation, on peut déjà avoir des tendances physiopathologiques simplement avec l'interrogatoire, l'examen clinique, éventuellement une débimétrie, une mesure du résidu, sans aller sur des dosages hyper compliqués. Et puis après, effectivement, le but final, c'est de pouvoir individualiser le traitement. Et alors ça, il y a énormément d'exemples, mais un exemple classique dans les phénotypes que j'ai oublié de citer, c'est le trouble de la vidange vésicale, qui en fait en soi peut générer des symptômes d'hyperactivité vésicale. Quand on regarde dans les papiers, les hypoactivités détrusoriennes, leur manifestation clinique, c'est souvent urgenturie, pollakiurie, etc. Et bien évidemment, choisir des thérapeutiques comme les anticholinergiques ou la toxine qui vont dégrader la vidange ne vont faire qu'aggraver les symptômes chez ces patients, alors qu'au contraire,
les thérapeutiques qui pourraient améliorer la vidange, comme la neuromodulation sacrée, éventuellement tibiale, seraient peut-être plus adaptées. J'ai cité les déficiences hormonales. Une dame qui a une atrophie vulvo-vaginale, on va privilégier l'oestrogénothérapie locale plutôt que les anticholinergiques ou toute autre molécule, par exemple. Les dysfonctions anorectales, c'est les dysfonctions pelviennes globales. On va essayer, pareil, de donner une thérapeutique qui améliore les problèmes anorectaux, donc typiquement, là encore, neuromodulation sacrée ou neuromodulation tibiale, plutôt que d'aller sur des thérapeutiques qui n'ont pas d'impact, voire qui dégradent, comme les anticholinergiques. Donc il y a pléthore de possibilités d'individualiser le traitement avec ces paramètres cliniques simples dès aujourd'hui. Et bien entendu, l'espoir, c'est que les équipes, il y ait de plus en plus d'équipes qui s'intéressent à ce sujet et qu'il y ait de plus en plus de recherches sur le sujet, qu'on individualise de plus en plus, en effet. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique? Est-ce que tu observes une meilleure observance des traitements, une moins grande errance thérapeutique? Ouais, j'ai le sentiment, alors pareil, ça s'est marié avec un concept qui a émergé de plus en plus venant des pays anglo-saxons, qui est celui, comme tu le sais, très cher à mon cœur, de décision médicale partagée, et qui va très bien avec ce concept de phénotypage, c'est-à-dire on déroule pas notre menu étape 1, étape 2, étape 3, on cherche à comprendre, et ensuite on discute avec le patient, et la patiente, on essaie de les guider dans cette thérapeutique. Et ça aussi, je pense que ça a amélioré énormément l'observance. Que les patients sentent qu'on se casse un peu la tête pour choisir le bon traitement, mais qu'en plus, ensuite, on leur mette pas le pistolet sur la tempe pour dire c'est ça et pas autre chose, mais simplement qu'on leur dise, voilà, on pense que ça serait peut-être mieux, mais il y a aussi ça. Engager les patients dans la décision thérapeutique, c'est un concept qui va très bien avec l'histoire de phénotypage et qui aide à l'observance, c'est sûr. Si on doit retenir 3 choses sur l'hyperactivité vésicale, quels sont tes 3 messages clés? Alors je dirais, numéro 1, c'est extrêmement fréquent. Donc il y a une prévalence très élevée, donc vous ne pouvez pas, là je m'adresse aux jeunes urologues, échapper à l'hyperactivité vésicale. Elle saura vous trouver à votre consultation quoi qu'il arrive. Donc ne cherchez pas à faire l'autruche. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment extrêmement invalidant, et donc il y a un vrai intérêt à prendre en charge ces patients de façon le plus adaptée possible. Et le troisième point, c'est qu'on a beaucoup de chance d'être en 2026 parce que on a énormément de thérapeutiques. Il y en a des nouvelles qui arrivent imminemment, et que donc on a voilà un vaste arsenal. Maintenant, il faut l'utiliser intelligemment, et ce concept de phénotypage, à mon sens, est une bonne façon de l'utiliser au mieux dans l'intérêt des patients. Et en consultation, quel bilan réalises-tu? Est-ce que tu adaptes ton bilan complémentaire en fonction du patient que tu as en face de toi? Comment fais-tu? Alors, il y a des recommandations en cours qui trancheront, qui nous redonneront une nouvelle version de quel bilan pour l'hyperactivité vésicale. Le bilan minimal qu'il est bon de rappeler ici, c'est bien entendu l'interrogatoire, l'examen physique, notamment chez la femme, d'aller chercher une atrophie vaginale, un prolapsus, une incontinence d'effort associée, etc. Et puis, évidemment, le catalogue mictionnel. On ne peut pas passer à côté, mais c'est vrai que voilà, il est vraiment nécessaire sur l'hyperactivité. Et mon petit péché mignon, vraiment, sur lequel je pousse toujours, c'est au minimum un résidu post-mictionnel. On en a parlé, très important d'éliminer un trouble de la vidange vésicale. S'il peut y avoir une débimétrie avec, tant mieux, mais au minimum un résidu. Après, tous les autres bilans, c'est vraiment plus au cas par cas. Alors, on trouve toujours dans toutes les guidelines qu'il faut faire un ECBU. En pratique, quand elles viennent vous voir, les patientes, elles n'ont pas les symptômes depuis 15 jours. Dans la très large majorité des cas, elles en ont eu un. Si c'est pas le cas, bien sûr, ça peut être une bonne idée de le faire. Pour ce qui est en revanche des examens plus invasifs, et en particulier de la cystoscopie, on a une tendance, notamment en France où les urologues, à faire la cystoscopie à toutes les hyperactivités vésicales. C'est très discutable. C'est 15% de la population générale. Notre économie de notre système de santé n'est pas au top si on commence à faire des cystoscopies à tout le monde. Donc bien sûr, s'il y a des facteurs de risque, fumeurs, etc., hématurie, microscopique, macroscopique, bien sûr, on y va plus facilement, mais en tout cas pas systématiquement. Et puis l'échographie réno-vésicale, c'est pareil, c'est très souvent fait par le généraliste avant que ça arrive jusqu'à nous. Est-ce qu'il faut absolument le faire? C'est pas impératif à mon sens. Voilà. Et quel score utilises-tu, et est-ce que tu y accordes une grande importance ou pas? J'ai pas mentionné les questionnaires parce que c'est plus débattu, et
Beaucoup de gens trouvent que c'est inutile. Mais dans mon cas, évidemment, je trouve que c'est très très aidant pour les questionnaires symptômes, pour vraiment évaluer l'importance de l'hyperactivité vésicale et des autres troubles mictionnels. Et puis questionnaire qualité de vie et satisfaction aussi. Ça m'aide beaucoup dans la pratique clinique et évidemment en recherche clinique aussi. Donc moi, c'est beaucoup USP parce que sur le questionnaire symptômes, hyperactivité, incontinence d'effort et dysurie. L'ICIQ short form, pour son côté plus international, il est très court. C'est toujours la recommandation de ne pas utiliser des questionnaires trop longs parce qu'effectivement, à la fin, les patients, ils vous les jettent à la figure. Et PGI-I, qui est vraiment pour moi si je dois en retenir un seul, c'est vraiment celui-là, hein. Patient Global Impression of Improvement, parce que il permet d'évaluer l'impact de toutes les thérapeutiques, pas uniquement en hyperactivité vésicale, donc c'est vraiment facile à implémenter et très aidant. Bonjour Docteur Tullier, merci de nous accorder votre temps pour parler d'hyperactivité vésicale. J'aimerais vous poser une première question. Comment, en consultation, est-ce que vous structurez votre explication concernant les traitements et est-ce que d'emblée vous présentez toutes les options thérapeutiques ? Alors, j'aimerais présenter toutes les options thérapeutiques d'emblée, mais ça va noyer le patient parce qu'effectivement, on a la chance maintenant d'avoir de nombreuses options pour traiter l'hyperactivité vésicale. Le premier problème, c'est que le diagnostic soit fait et que le patient arrive jusqu'à la consultation. Et ensuite, je pense qu'il y a un premier niveau où il faut vraiment pouvoir expliquer au patient ce que c'est que sa pathologie, parce qu'il y a un gros mélange qui est fait. Déjà, l'incontinence, c'est tabou. On peut avoir de l'hyperactivité vésicale, évidemment, sans incontinence. Et puis, effectivement, notamment les femmes pensent que tout de suite, c'est lié au périnée et qu'on va renforcer le périnée et que tout va être rétabli. Donc, effectivement, c'est pas du tout ça, l'hyperactivité vésicale. Et donc, il y a un premier niveau d'information qui va être adapté à chacun. On essaye de ressentir le patient qu'on a en face et de voir qu'est-ce qu'il a envie de savoir ou pas, et c'est pas le noyer dans une somme d'informations. Et ensuite adapter les choses en se disant que c'est sa vessie qui fait pas son rôle de réservoir et qui a évidemment plein de causes, donc vous reparlerez avec mes autres collègues tranquillement. Alors après les traitements, effectivement on est obligé de parler un peu des premières lignes quand même, mais je suis plus du tout dans première, deuxième, troisième ligne. Je vais vraiment ajuster les choses en fonction du patient. Donc effectivement je vais pas forcément lui parler de tout. Je vais lui citer éventuellement qu'il y a un traitement pas concurrent, mais qui pourrait être un peu au même niveau. Mais rapidement, je vais lui dire, pour vous, dans ce traitement, et je vais insister sur les points que j'ai perçus, qui vont pas être très adaptés pour lui, et qui vont faire que soit il sera pas observant, soit ça va lui paraître trop compliqué, il va pas y croire, ou voilà. Et donc, je vais éviter de le pousser vers ce traitement-là, même si je peux lui en parler un petit peu. Et donc après, je vais vraiment plus détailler les traitements que je vais lui proposer. Et si j'ai pas vraiment de choix médical, moi, je vais effectivement lui en parler de deux côte à côte, entre guillemets, en lui présentant les avantages, les inconvénients de chacun des traitements. Mon but, c'est qu'il arrive vraiment à se projeter et pouvoir se l'approprier pour pouvoir justement faire cette décision médicale partagée et qu'on choisisse ensemble son traitement dans le but qu'il y ait une meilleure adhérence. Et puis après, si on est sur les premiers niveaux de traitement, je vais quand même rapidement lui dire qu'il y a d'autres traitements après, que si ceux-là suffisent pas ou que s'il adhère pas, qu'il les intègre pas dans son quotidien, qu'il va arrêter, etc. Et bien que 6 mois, 1 an, 3 ans plus tard, il existe plein d'autres options. Et souvent, je profite de ce moment-là quand il part de la consultation, même pour lui donner des informations, des fiches infos, etc. sur ces autres traitements, pour qu'il les ait dans un coin chez lui et que s'il se pose la question, il puisse y retourner. Voilà. Dans cette optique-là, le PDA qui est développé maintenant par l'EAU, vous en reparlerez je pense, est pas mal aussi parce que ça fait un autre support qui va permettre de le guider et de le choisir. Mais effectivement, je détaille pas tous les traitements tout de suite. Première fois, voilà, il y a trop de choses à dire. Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile quand vous présentez les traitements qui vous semblent le plus adaptés à vos patients ? Alors, le plus difficile, c'est le temps. On aimerait, quand ils ont envie, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie qu'on leur explique toutes les choses, mais quand on sent qu'ils ont envie, le plus difficile, c'est d'avoir le temps. Et on est souvent frustré de savoir qu'on est en train de prendre du retard à sa consultation, mais que d'un autre côté, il y a plein d'infos qu'il faut lui donner pour qu'il puisse mûrir son choix et qu'il faudra probablement leur donner quelques temps plus tard, parce que le premier jour, tout rentre pas, entre guillemets. Et puis l'autre chose qui est difficile, c'est quand on est jeune et qu'on n'a encore pas beaucoup d'expérience dans l'urologie, notamment fonctionnelle. C'est pas une neurologie qui est très, alors elle est codifiée maintenant évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui jouent dans la relation avec le patient. C'est ce qui fait que cette surspécialité est vraiment passionnante. Mais effectivement, je me rappelle quand j'ai commencé, quand on en fait moins au début, où effectivement quand on est urologue général et qu'on fait un peu de tout, donc moins de fonctionnel.
c'est assez difficile de ressentir le patient et d'avoir une meilleure idée de cette histoire de quel phénotype, qu'est-ce que je vais lui mettre. Ça peut même faire paniquer un petit peu et derrière, c'est ça qui est un peu complexe à mettre en œuvre. Après, une fois qu'on en fait beaucoup de l'urologie fonctionnelle, plus on en fait, plus c'est passionnant. Et justement, c'est cette relation patient singulière avec des profils complètement différents dans ce qu'ils ont envie de savoir, ce qu'ils vont comprendre, leurs attentes, qui fait que c'est un métier qui devient passionnant et qu'on a vraiment une vraie dimension humaine en consultation et de la vraie chirurgie très intéressante, technique, robotique ou autre, au bloc. Et concernant les traitements médicamenteux, on parle actuellement beaucoup des effets secondaires. Comment vous les présentez aux patients? Comment vous sentez qu'ils adhèrent à vos propositions? Ouais. Alors les médicaments c'est facile parce qu'effectivement c'est un comprimé qu'on prend maintenant une fois par jour pour les anticholinergiques globalement. Donc je leur dis que c'est ça, que c'est facile, que c'est une solution rapide, efficace, voilà, qui a des effets secondaires. Donc je leur parle toujours de la sécheresse de bouche, de la constipation, etc. Mais je leur dis aussi que ça a des effets secondaires plus généraux, hein, et même au niveau cérébral, avec chez les personnes plus âgées. Donc j'adapte mon discours si j'ai une personne plus âgée, de dire ça peut faire que vous allez avoir peut-être un peu plus de mal à réfléchir plus vite, ou voilà, un peu de déprime, etc. Donc on n'aime pas bien chez vous. Chez des jeunes, je leur dis, on sait que si vous en prenez pendant des années et des années, ça peut avoir un impact sur vos capacités cognitives plus tard. Donc j'adapte le discours, mais effectivement, je tais pas du tout ce risque, au contraire. Et donc je vais vraiment leur dire que c'est une solution simple et rapide, mais qu'il faudra pas vouloir prolonger sur le long terme. Et d'ailleurs, je leur dis aussi qu'on voit dans les études qu'en général, les patients, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ils en prennent plus. Preuve que c'est pas forcément une solution pérenne pour l'avenir. Mais s'ils ont une échéance de voyage, d'examen pour un jeune, qui veulent vraiment, on en voit, qui veulent un traitement tout fait, très rapide, effectivement, c'est une solution clé en main qui est bien. J'utilise aussi un petit peu les anticholinergiques avec une demi-vie très courte, comme le dit Tropan, parce qu'effectivement, le patient qui veut aller au cinéma, mais qui veut pas prendre un traitement de fond, parce que d'habitude, il a accès facile à ses toilettes, pour quelques heures, ça peut être une bonne solution pour lui de le prendre au coup par coup. Donc, je présente vraiment les médicaments comme ça. Et après, il y a des profils qui vont tout à fait adhérer en disant, moi, je veux un truc simple, puis on reparlera plus tard, parce qu'effectivement, j'ai des échéances à court terme. Alors, on va gérer tout le reste autour, pour être global quand même. Mais finalement, quand on leur présente les médicaments, souvent, ils ont pas bien envie d'en prendre. Donc, voilà. J'utilise aussi beaucoup ces médicaments quand on a une vraie incontinence mixte, ou même quand on a l'habitude, c'est un peu difficile de faire la part des choses. Je trouve que une bonne dose d'anticholinergique, même sur un mois, et je leur dis, on fait un test, je veux savoir ce que ça a donné sur le mois. Peu importe les effets secondaires, vous arrêterez si voilà. Mais je veux savoir ce que ça donne, parce que si ils sont guéris avec un anticholinergique pleine dose, c'est globalement on est plus sur de l'urgenturie prédominante, donc ça peut être une bonne chose. Et particulièrement pour des jeunes qui débutent et qui savent pas trop, pourquoi pas faire ça, mais du coup en le faisant vraiment sur une durée limitée. D'accord. Et concernant ensuite les traitements qu'on appelle de seconde ligne, la toxine botulique, la neuromodulation, comment vous présentez l'un et l'autre? Quels avantages, quels inconvénients? Alors, c'est 2 traitements qui sont très efficaces, je leur dis. Alors, parfois, selon les profils de patients, j'ai une préférence. Donc, si j'ai une préférence, je vais détailler que ce traitement-là. Je vais leur dire qu'il existe, je vais éventuellement leur donner de la documentation dessus, mais je leur dis, pour moi, c'est pas mon premier choix médical pour telle raison. Voilà. Donc, déjà, ça permet de raccourcir un peu la consultation, entre guillemets. Si j'ai pas de préférence médicale, je leur dis pour vous, à la fois dans les études scientifiques, moi, de ce que je perçois de notre évaluation ensemble, effectivement, il y a 2 traitements possibles, des injections itératives, donc ça veut dire régulières, donc vous allez être fidélisé à l'urologie de toxine botulique, ou un pacemaker pour la vessie qui va moduler votre fonctionnement vésical. Je leur dis d'emblée que le débat, il n'est pas sur l'efficacité des traitements, puisqu'on sait avec l'étude Rosetta que ces 2 traitements, ils sont globalement aussi efficaces dans le temps. Par contre, je leur dis tout de suite que c'est 2 traitements qui ont des façons d'agir complètement différentes, et dans leur quotidien, une façon de les vivre, de les appréhender qui est différente également. Donc pour la toxine, je leur dis en général qu'effectivement il y a, donc c'est un médicament comme un médicament qu'ils avalent, mais c'est un médicament qu'on injecte dans la vessie, donc qui a une action uniquement locale. Donc pour le coup, il n'y a aucun effet secondaire généraux. Ça marche mieux que les médicaments qu'ils ont pu prendre quand ils ont pris des anticholinergiques par exemple. Et je leur dis que par contre, c'est un médicament qui a une durée d'action limitée dans le temps. Donc effectivement, tous les 6 mois, 9 mois, dose fonctionnelle, il va falloir revenir en urologie pour faire le traitement. Et s'ils ne le font pas, les symptômes reviendront. À la fois, c'est un traitement, je leur dis, qui est réversible, ce qui leur fait assez plaisir, ça, la réversibilité au début, parce que je leur dis, si ça vous plaît pas et que vous n'êtes pas bien, parce qu'un des effets secondaires, ça peut être des infections urinaires à répétition, par exemple, la vessie qui se vide mal,
Si ça arrive, comme le traitement est réversible, au bout de quelques mois, vous reviendrez comme maintenant, ni mieux ni moins bien, mais globalement, c'est pas quelque chose qui va abîmer quoi que ce soit. Et après, j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a l'histoire de la dose, que l'efficacité, elle va être dépendante de la dose et la durée d'action aussi. Mais qu'effectivement, on fait une toute petite dose test au début parce qu'on veut pas bloquer trop la vessie, parce qu'on veut pas justement qu'ils aient une vessie qui se vide trop mal jusqu'à devoir se sonder pour vider la vessie. Et donc, si cette première dose, elle marche pas, il faudra pas hésiter à faire la suivante et c'est pas se dire ça a pas marché chez moi, etc. Et puis j'insiste aussi pour la toxine sur un élément qui me semble fondamental dans l'éducation, c'est que pour bien les évaluer, pour bien les suivre, on a vraiment besoin qu'ils fassent des débimétries. Et donc je leur dis maintenant, à chaque fois que vous allez venir en urologie, venez avec la vessie pleine, une envie normale d'uriner, allez faire la débimétrie avec les infirmières, m'attendez pas si je suis en retard, voilà. Et puis elles vous font une mesure de résidus juste après, et c'est le juge de paix, entre guillemets, quand on a les injections de toxines. Après, je leur dis qu'effectivement, la toxine, c'est simple, et ça a bonne presse. Quand on leur dit Botox, souvent, voilà. Et je leur dis que ça se fait en consultation. Nous, on le fait en hôpital de jour, donc c'est le même lieu que la consultation qu'on est en train de faire avec eux. Je leur dis que l'injection, elle dure quelques minutes, que les infirmières avant, elles les prennent en charge. Souvent, ils ont déjà eu une cystoscopie, donc ils se représentent un petit peu ce que c'est. Mais vraiment, le fait qu'après, une fois qu'on a de la toxine, on en a de manière régulière et donc on est fidélisé à l'urologie. Alors, à contrario, la neuromodulation, donc je leur explique que c'est un pacemaker de vessie, que ça n'a pas du tout le même mécanisme d'action, que la toxine, elle paralyse un muscle, que c'est une action locale, un peu bête entre guillemets, mais efficace. Je leur dis que la neuromodulation, ça va agir en modulant le fonctionnement de la vessie, le ressenti du fonctionnement de la vessie au niveau cérébral, le besoin mictionnel, et que ça va le faire pas de manière on-off, ça va mettre quelques jours à se mettre en place, mais qu'ensuite, si ça fonctionne très bien, eh bien, pour le coup, ils peuvent oublier s'ils sont guéris, qu'ils ont eu quoi que ce soit comme problème. Je leur dis aussi que c'est du coup une thérapie qui est complètement réversible de la même façon. Donc il y a un test, et ça souvent c'est un mot qu'ils aiment bien, le fait qu'on leur dise que c'est une thérapie qu'on teste. Donc on met l'électrode simplement, on la met au bloc opératoire et pas en consultation parce qu'il faut des conditions bien propres, mais on la met sous anesthésie locale et légère sédation et ça dure une quinzaine de minutes. Et ensuite, on vit avec une ceinture de test pendant 2-3 semaines pour voir ce que ça donne, en changeant différents programmes pour essayer d'avoir des réponses différentes en fonction des réglages, et que on aura la pile que si vous avez anesthésie locale, et c'est très simple, que si on est répondeur au test. Et répondeur, ça veut dire je peux être guéri de mes symptômes, mais ça peut aussi être juste je suis suffisamment amélioré pour du coup bénéficier de cette thérapie. Puis ensuite, je leur dis qu'une fois qu'on est avec un pacemaker de vessie, on est tranquille puisqu'il n'y a pas de gestes itératifs ou de choses à faire. On les voit en consultation tous les 18 mois pour voir le niveau de la pile et si tout va bien, on peut faire des réglages. Mais il n'y a pas de surveillance particulière et de fidélisation à l'urologie. Donc on peut, si on n'a pas de dispositif rechargeable, etc., on peut même oublier, certains patients oublient qu'on a eu un problème urinaire ou fécal d'ailleurs. Et puis je leur dis également que vraiment c'est une thérapie qui peut parfois guérir, particulièrement chez les patients jeunes, chez les femmes. On sait que c'est les critères de meilleur pronostic, mais il y a des femmes, après une grossesse, on a arrêté la thérapie pendant la grossesse. Après une grossesse, on la redémarre pas parce qu'en fait ça continue d'aller bien et elle est guérie. Donc ça, c'est une dimension, voilà. En disant que c'est pas du tout le même mécanisme d'action que la toxine, c'est vraiment, ça fait évoluer un peu le besoin mictionnel et ça peut réparer certains circuits qui fonctionnaient mal. Et comment vous abordez le téléphone avec l'application qu'ils vont devoir gérer à la maison? Est-ce que ça prend une grande place dans l'explication que vous donnez ou pas forcément, ils revoient plus tard avec une infirmière? Pour la neuromodulation, c'est un traitement qui est très technique et qui est pas connu, alors que ça fait plus de 40 ans que ça existe maintenant, voilà. Je leur explique d'ailleurs ça, je leur dis en consultation que ça fait très longtemps que ça existe, qu'ils aient pas l'impression que ce soit un protocole de recherche ou quoi que ce soit. Je dirais que c'est une thérapie qui est validée, qu'il y a différentes indications, l'incontinence anale, vessie qui se vide mal, etc. Comme c'est une thérapie qui est très technologique, je leur dis qu'en fait, on a construit depuis 4-5 ans maintenant des ateliers, en fait, où quand ils vont avoir de la neuromodulation, s'ils se posent trop de questions et qu'ils ont besoin de plus d'informations encore que notre simple consultation, ils sont regroupés à un atelier à 5-6 patients, ils peuvent venir accompagner. Et c'est pendant cet atelier qu'on leur montre des petites vidéos infographies de comment ça se déroule, qu'on leur explique ce qu'on attend d'eux pendant la phase test, qu'on répond à toutes les questions classiques, comment je me douche pendant la phase test, quand j'ai une pile, est-ce que je peux prendre l'avion, enfin toutes les questions classiques. Et on leur montre à ce moment-là les télécommandes, tout en leur disant, en fait, et moi, ça, je leur dis en consultation, les télécommandes, on n'en a pas besoin au quotidien. Elles peuvent rester chez vous, dans un placard, même sans batterie. La pile est autonome.
Par contre, si faut passer une IRM, c'est là qu'il y a besoin de la télécommande. Donc, on vous montrera en consultation comment faire. C'est tout à fait simple. Et puis, s'il y a besoin, il y a Medtronic Assistance et il y a d'autres choses qui permettent d'avoir un petit soutien, voilà. Mais la télécommande n'est pas du tout au centre ni de mon explication, ni des préoccupations que je transmets aux patients. Et à l'extrême, il y a plein de patients c'est très intuitif maintenant, les nouvelles télécommandes, voilà. Mais il y a des patients que ça panique. Oui. Ils vont même pas regarder parce que ça les panique. Et donc, en fait, eux, j'en parle même pas. Ils ont leur télécommande parce que c'est réglementaire, mais je dirais même s'il fallait faire un IRM, eux, ils viendraient nous voir pour qu'on les passe en mode IRM. On va pas les affoler avec ça sert à rien. Au contraire, on les rassure. D'accord. Et je suppose que c'est vous qui avez créé tous ces ateliers, que vous avez probablement qu'avec des infirmières. Combien de temps ça vous a pris Est-ce que il y a des choses que vous pensez que vous pouvez encore améliorer C'est parti un peu d'un ras-le-bol un jour, justement, dès que c'est des consultations qui sont longues où effectivement on peut être frustré si on n'arrive pas à donner toute l'information aux patients. Et un matin en consultation, j'ai dû avoir 3 indications de neuromodulation vraiment classiques, évidentes, les unes après les autres. Donc j'ai redit 3 fois un peu les mêmes choses, longues mais nécessaires. Parce qu'effectivement, quand on donne que ce niveau d'information-là avec le patient, il va aller au bloc. Il faut effectivement qu'on lui explique l'ambulatoire, les antibiotiques, la douche, enfin il y a plein de choses. Et donc c'était vraiment, ça m'a fait prendre beaucoup de retard. Et je me suis dit, il faut qu'on puisse leur donner une information un peu sur la base d'une éducation thérapeutique où ils aient le temps de poser des questions, de mûrir les choses. Et voilà. Donc on a commencé des ateliers comme ça un peu maison, quoi, avec je conduisais les ateliers avec une infirmière, voilà. Et puis petit à petit, on a fait évoluer les choses. Et depuis quelques mois maintenant, on a un hôpital de jour qui est centré autour de ces ateliers. Où on a intervenant la kiné du service, qui fait aussi les protocoles de RAC, etc. On a la nutritionniste diététicienne qui vient également, une infirmière maintenant, nos infirmières de consultation, elles sont expertes dans le domaine. Et puis un de mes collègues ou moi, on passe notre nez aussi, voir s'il y a des questions médicales. Et donc on est 4 intervenants sur 1h30 environ, on diffuse des vidéos, etc. Et on fait venir un patient aussi expert, un ancien patient qui est implanté depuis quelques temps, qui est content de venir partager son expérience. Et du coup, on cote un HDJ pour chacun de ces patients. Donc si on en a 5 ou 6 sur 1h30, l'hôpital y retrouve évidemment aussi son intérêt. Et puis les patients sont vraiment très contents parce que l'information, elle est donnée tranquillement, on peut leur montrer le matériel, etc. Et puis ils repartent avec des petits supports, les kinés, diètes, on fait un petit livret, voilà. Et puis en fait, ils se disent, tiens, même si on a des timides ou qui n'ont pas pensé à telle question, et ça, tiens, la question qu'a posée le voisin, la réponse m'intéresse aussi et je suis content, voilà. Et c'est pareil, le patient expert, il est vraiment sollicité, même au dernier atelier, et il a montré sa cicatrice, voilà. Donc c'est bien, c'est chouette que ce soit organisé comme ça. Et je pense que c'est un modèle qui peut se développer un peu dans tous les centres avec une fréquence des HDJ qu'on adapte à sa cohorte de patients neuromodulés. Quelles sont pour vous les erreurs à ne pas commettre lorsque vous présentez l'arsenal thérapeutique que nous avons dans l'hyperactivité vésicale? Inquiéter les patients. On sait qu'on n'a que des bons traitements dans l'hyperactivité vésicale, hormis presque les anticholinergiques, mais qui ont un intérêt dans certains cas. Donc on sait qu'on a plein de bons traitements. On sait ce qui peut inquiéter le patient sur ces traitements. Quand on parle de piqûres pour la toxine, quand on parle d'électrodes ou de choses un peu, voilà. Pour la neuromodulation, il faut pouvoir, c'est comme quand on fait des anesthésies locales au bloc, il faut utiliser une communication positive, vraiment ressentir les gens et éviter de leur dire que ça va être douloureux, que ça va être compliqué. Il y a plein de mots comme ça qu'il faut savoir bannir parce qu'en plus c'est pas vrai. Quand on sait organiser, quand on sait structurer, aussi bien de la toxine en itératif, en HDJ, avec un peu de Calinox par exemple pour les plus craintifs, ou de la neuromodulation sur un court geste sous anesthésie locale, on sait très bien que ça se passe très bien. Nous, on le sait parce qu'on connaît. Et il faut qu'on puisse transmettre aux patients le fait que c'est simple et que, bien sûr, il y a des contraintes. Pendant la phase test, il y a la ceinture à porter, etc. Mais qu'en fait, faut assister sur les points positifs. On teste. Donc, on teste. Ça engage à rien. Ça peut pas aggraver les choses. Si ça va pas, simplement, on aura testé, on aura perdu 15 jours, 3 semaines avec une ceinture autour de la taille, mais pendant ce temps-là, on maintient ses activités habituelles, etc. Donc c'est vraiment ça. Et après, dans les grands messages, c'est leur dire, on sait que c'est une maladie qui est chronique, ça va peut-être évoluer, il y a plein de facteurs à corriger, on en a parlé avant évidemment, mais on sait aussi que parfois il y a un peu un découragement sur les traitements. Il faut pas essayer tous les traitements parce que c'est pas tous qui vont marcher pour vous, mais il faut pas se décourager non plus s'il y en a un qui a été moins efficace ou s'il y en a un sur lequel vous n'avez pas adhéré. Voilà, donc il faudra essayer de transmettre un peu ses envies, ses inquiétudes, etc. Et c'est comme ça qu'on fait de la bonne décision médicale partagée.
Et concernant la neuromodulation tibiale postérieure, comment vous la présentez à vos patients? À quel moment vous en parlez? Alors, j'en parle très rapidement, ça fait partie pour moi des incontournables de première ligne. Je leur explique que c'est un traitement qui est vraiment sans aucun effet secondaire. Je leur dis tout de suite que c'est une stimulation à la cheville. Ça leur paraît évidemment tout de suite bizarre, alors soit ils l'expriment et je rebondis dessus, soit je leur explique que c'est parce que ça module au niveau neurologique les mêmes zones au niveau tibial postérieur que la vessie, au niveau du cerveau, et que ça va moduler comme ça leur envie mictionnelle qui est pour eux anormale. Et donc, je leur explique que il faut faire des séances à la maison, leur dire que c'est court, la séance elle dure 20 minutes, voilà. J'essaye de les motiver à faire 2 séances par jour, en me disant au moins s'ils en font même qu'une, c'est déjà ça. Et surtout, je leur explique que c'est pas douloureux, qu'il y aura aucun effet secondaire, qu'ils peuvent le faire quand ils sont devant un ordinateur ou s'ils prennent un repas un peu long, 20 minutes, ça peut être le moment. Devant la télé, évidemment, je leur donne des circonstances pour qu'ils se projettent. Et puis, je leur explique aussi surtout qu'il y a souvent un effet de latence quand ils commencent, c'est-à-dire qu'ils vont bien faire leur thérapie tous les jours, mais que souvent, il faut 3 semaines, 1 mois pour que ça se mette bien en action. Donc, j'essaye de les motiver en disant qu'il faut faire 3 mois de test, où vraiment, le premier mois, vous n'aurez pas de bénéfice directement, puis le deuxième mois, ça se met en place, et avec les 3 mois, vous savez. Est-ce qu'il y a un vrai changement dans ma vie? Vous répondez à cette thérapie, elle vous aide, et après, vous pourrez faire moins de séances au quotidien et l'adapter. Ou est-ce que sur 3 mois, il y a eu vraiment 0 bénéfice alors que vous l'avez bien fait? Donc dans ce cas, ça sert à rien de continuer et ça marchera pas plus tard. Mais j'insiste vraiment sur ce côté, il s'approprie le traitement et c'est un traitement qui a absolument aucun effet secondaire. Et ça, c'est assez aimé par pas mal de patients. Bonjour Dr Biardot, merci de nous accorder votre temps pour parler d'hyperactivité vésicale et notamment de décision médicale partagée. Donc j'aimerais vous poser une première question. Qu'est-ce que la décision médicale partagée? Alors la décision médicale partagée, c'est un concept qui est finalement assez simple, c'est l'idée d'une co-construction. Alors c'est une co-construction pour une décision thérapeutique qui doit se faire pour le patient, mais l'élément important, c'est avec le patient. Et donc ce concept qui paraît assez simple et assez évident, en fait, il va nécessiter plusieurs choses. Il va nécessiter une information du patient, on va probablement y revenir, mais une information qui va être claire, loyale, appropriée, ça c'est des termes qu'on connaît. Mais savoir comment le met en pratique, c'est un point qui est aussi important. Donc l'information du patient, comprendre, on va dire, les enjeux du patient, que ce soit les enjeux médicaux, mais aussi les enjeux non médicaux. Et ça, c'est aussi un point fondamental dans la décision médicale partagée, on va y revenir aussi. Et le troisième point, c'est l'expertise du praticien. L'expertise du praticien qui va avoir l'expérience de ces thérapies, qui va avoir l'expérience des symptômes, des troubles, de la maladie, qui va pouvoir l'expliquer simplement au patient, mais aussi être capable de rapporter lui-même son expérience en tant que praticien et donner son avis. Et ce point-là, il est aussi fondamental. Le patient va avoir besoin de l'avis du praticien, va avoir besoin d'être éclairé dans sa décision. Donc en termes d'information, la décision médicale partagée, ça va être la nécessité de mettre à disposition des outils, que ce soit des outils papier, des outils digitalisés, que ce soit un temps d'échange, et ce temps-là, il est important. C'est un temps et un lieu d'échange aussi, les décisions médicales partagées. Et donc, c'est mettre à disposition l'ensemble de ces informations-là. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Si on fait que ça, c'est juste une information qu'on donne. Je vais revenir sur les enjeux. Les enjeux, ils sont fondamentaux. Les enjeux, c'est comprendre ce qui dysfonctionne, pourquoi ça dysfonctionne, quelles sont les éthiopathogénies sous-jacentes, quels sont les facteurs favorisants, quels sont les facteurs qui vont être, on va dire, à la genèse des troubles, mais aussi les facteurs de persistance. Pourquoi ces symptômes, ces troubles peuvent persister dans le temps, peuvent même peut-être parfois résister à certains traitements. Et puis, c'est comprendre les enjeux non médicaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui anime le patient au quotidien, qu'est-ce qui le porte, qu'est-ce qu'il souhaite, quelles sont ses attentes. Si on n'a pas ça en tête, si on va pas chercher ça, on sera pas dans de la décision médicale partagée. Et puis, l'expertise du praticien, je l'ai dit, c'est l'expérience des thérapies, être capable d'en parler parce qu'en fait, on les a vécues en tant que les ayant soit prescrites, soit réalisées quand on parle d'actes chirurgicaux, être capable de parler du retour d'autres patients, de l'expérience que d'autres patients ont pu en avoir et de celle que nous, on a pu en avoir en tant que praticien pour pouvoir construire avec le patient la décision thérapeutique qui sera la plus adaptée. Et comment ça s'applique dans l'hyperactivité vésicale? Alors l'hyperactivité vésicale, c'est probablement le champ dans lequel la décision médicale partagée s'applique parfaitement. Elle s'applique parfaitement parce que l'hyperactivité vésicale, c'est finalement un concept qui est assez simple, c'est l'idée d'une urgenturie. Mais derrière ce concept assez simple, en fait, il y a de multiples éthiopathogénies, de multiples causes, de multiples dysfonctionnements qu'on commence à entrevoir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le phénotypage de l'HAV. Et il y a bien évidemment dans l'hyperactivité vésicale pas un meilleur traitement que les autres. Il y a, dans le cadre de nos recommandations aujourd'hui, un certain nombre de traitements, alors dans des algorithmes qui sont assez verticaux, première, deuxième, troisième ligne.
On a un certain nombre de traitements qu'on va pouvoir discuter avec le patient et il va y avoir bien sûr des avantages et des inconvénients. Certains traitements qui vont bien sûr permettre de répondre aux enjeux de patient sur le plan médical, mais aussi sur le plan non médical, mais aussi des inconvénients. Et c'est aussi de ces inconvénients qu'on va devoir discuter avec le patient pour pouvoir lui proposer la thérapie qui sera la plus adaptée. Alors dans cette thérapie, il y a des thérapies qui vont s'adresser directement aux troubles urinaires, mais finalement que aux troubles urinaires. On va penser par exemple à la plupart de nos thérapies finalement, les anticholinergiques, les bêta-3 adrénergiques, ça va traiter l'hyperactivité vésicale, ça va traiter l'urgenturie, ça va diminuer la pollakiurie, ça va avoir un effet sur la nicturie. Ça n'aura pas d'effet sur les troubles anorectaux qui pourraient être associés par exemple. Ce qui est souvent le cas dans l'hyperactivité vésicale, elle vient rarement seule, elle est rarement isolée. Elle est souvent associée à d'autres dysfonctionnements pelvipérinéaux et ça va pas adresser ça, voire ça va parfois les aggraver. On pense aux anticholinergiques qui peuvent aggraver une constipation préexistante. Et on a d'autres thérapies, et là on pense plutôt aux thérapies de stimulation électrique, ça va être la stimulation tibiale, ça va être la neuromodulation sacrée, qui vont à la fois permettre de traiter l'hyperactivité vésicale, peut-être parfois d'améliorer même un trouble de la vidange vésicale qui pourrait être associé, et aussi avoir un effet potentiellement bénéfique sur les troubles anorectaux qui pourraient être associés. Donc tout ça, il va falloir qu'on l'évalue. Est-ce que cette hyperactivité vésicale, elle est isolée? Est-ce qu'elle s'associe à d'autres troubles? Et ça va aussi déjà nous guider dans les thérapies qu'on peut proposer. Vous aviez parlé précédemment des outils que vous pouviez utiliser. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce qu'on peut utiliser en pratique? Alors, ce qu'on peut utiliser en pratique, et je vais vous parler de mon expérience, on utilise beaucoup les fiches d'information de l'Association française d'urologie. Alors là, c'est surtout pour les traitements chirurgicaux, pour tout ce qui va être traitement de première, deuxième ligne et traitements médicamenteux, notamment les stimulations tibiales. On n'a pas de fiche aujourd'hui de l'Association française d'urologie, ça pourrait être intéressant de le développer. Il y a d'autres choses qui sont en train de se développer, qui sont des outils d'aide à la décision. Alors c'est accompagné par certains industriels, c'est aujourd'hui en cours de validation par des sociétés savantes nationales et internationales, qui sont des outils qui vont permettre aux patients de comprendre ce que c'est que l'hyperactivité vésicale. C'est des outils qui ont été construits avec des professionnels de santé, mais qui ont été, et c'est l'idée aussi de la décision médicale partagée, qui ont été construits avec des patients, en tout cas relus par des patients, donc avec un langage qui est adapté et qui va dérouler, disons, les éthiopathogies de l'hyperactivité vésicale et les différentes approches qu'on peut avoir en termes notamment thérapeutiques. Et ça, c'est des outils qui sont importants et qu'il va falloir qu'on mette à disposition des patients pour les éclairer dans cette décision médicale partagée. Vous parliez de l'expertise que devait avoir un praticien dans l'hyperactivité vésicale pour faire une bonne décision médicale partagée. Est-ce que vous pensez qu'un jeune urologue, un interne, un docteur junior est capable de faire de la décision médicale partagée? Alors l'expertise du praticien, elle est fondamentale. C'est-à-dire que j'en parlerai bien parce que je sais de quoi je parle, parce que j'en ai l'expérience, parce que j'ai le vécu de ces traitements avec mes patients, parce que j'ai leur retour. Et donc ça, c'est important. Alors bien sûr, il y a l'expérience, mais ça, on peut imaginer que cette expérience, on va l'acquérir avant même d'être seul face au patient, c'est-à-dire au moment où on va commencer à être peut-être chef de clinique, peut-être seul dans son cabinet, dans sa clinique, dans sa pratique. Il faut l'acquérir avant, c'est-à-dire probablement pendant le temps de l'internat. Aujourd'hui, la plupart des internes en chirurgie, ce qui va les porter chaque jour, c'est d'apprendre le geste chirurgical. On sent cette angoisse tout au long de l'internat. Est-ce que, à la fin de mon internat, est-ce que quand je deviendrai chef de clinique, je serai capable d'opérer? Est-ce que je serai capable de bien opérer? Et bien évidemment, c'est important, ce geste technique, l'apprentissage de ces technical skills, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais ce qu'on oublie à côté de ça, c'est ce temps d'échange qui comprend ce temps de décision médicale partagée, qui est finalement peu investi dans la formation des internes, notamment en chirurgie. À ma connaissance, il y a peu de services hospitalo-universitaires dans lesquels les internes vont aller régulièrement en consultation. Pourtant, c'est là que tout va se jouer. C'est là que tout va jouer parce que va se jouer la décision qui sera celle du praticien, de par son expérience, de par sa compréhension des enjeux, mais qui sera aussi celle du patient. S'il n'y a pas ce temps-là, si on n'a pas appris à le faire, ce qui va se passer par la suite, si la thérapie fonctionne, si elle fonctionne moins bien, va être beaucoup plus compliqué à gérer. Parce qu'il n'y aura pas, on va dire, une adhésion de toutes les parties dans ce parcours-là. Donc ça doit pouvoir s'apprendre et je pense que c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui dans nos services hospitalo-universitaires, en tout cas dans les services qui vont être amenés à former les internes, c'est apprendre à consulter, apprendre à échanger avec le patient, apprendre à faire cette décision médicale partagée. Et probablement que le mieux, c'est d'abord de nous voir faire dans cette pratique-là, mais aussi de s'y mettre et d'avoir un père peut-être qui débriefe ce qui s'est passé. À un moment, il faut faire pour savoir le faire. Il faut expérimenter ce que c'est que cette décision médicale partagée qui paraît assez simple sur le papier, qui est pas si évidente en pratique.
c'est quelque chose qui doit être bienveillant, ça c'est fondamental. Il faut accepter les hésitations du patient. Il faut accepter que le patient il n'est pas forcément d'accord avec nous. On va prendre un exemple simple, on sort un peu du cadre de l'HAV, mais l'autosondage propre intermittent, vous en parlez la première fois à un patient, c'est compliqué. Le patient, il saute pas dans vos bras. Le patient, il vous en veut presque un peu de lui adresser ça. Bien évidemment, c'est compliqué. Pour autant, au moment où vous proposez ça, vous êtes certain, vous, en tant que médecin, que c'est la meilleure chose à faire. Comment est-ce que vous accompagnez le patient là-dedans? Donc là, on sort un petit peu du cadre de la décision médicale partagée, mais c'est probablement dans une approche globale que cette décision médicale partagée doit s'intégrer. Et donc, il faut accepter que c'est pas simple à mettre en place et que ça nécessite probablement de s'engager dans l'apprentissage de cette décision médicale partagée, probablement assez tôt et, je pense, dès le début de l'internat. Et donc, en pratique, qu'est-ce que ça change, la décision médicale partagée? Alors, la décision médicale partagée, ça change tout. Ça change tout et c'est clairement pas quelque chose de cosmétique. On met pas ça pour faire joli, on met pas ça pour dire qu'on fait une médecine un peu moderne, un peu innovante. On fait ça parce que c'est probablement ce qui marche le mieux. Aujourd'hui, on attendra du praticien qu'il soit systématiquement dans chaque choix thérapeutique dans un concept de décision médicale partagée, qui va apprendre à faire, et bien évidemment, quand on n'a jamais fait, ça peut être un peu laborieux au début, mais il arrive à un moment où ça devient une évidence. On ne peut pas faire autrement. Très bien.